Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est Yohan, l'host de ton podcast préféré, Croyances Limitantes. Et aujourd'hui on va casser la croyance limitante. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Jessica, un profil hyper pertinent, profil très polyvalent. Jessica est une réalisatrice, photographe et encore beaucoup de casquettes. Pour moi c'était important de l'inviter parce que en termes de croyances limitantes, je pense qu'elle peut casser pas mal de croyances limitantes pour le coup. Cet épisode va être très très intéressant pour les personnes qui ont cette envie de développer des choses qui sont pas très spécialistes mais plus généralistes, développer des compétences, savoir comment organiser sa vie, comment être sérieux, comment entreprendre. Donc vous allez avoir énormément de réponses intéressantes dans cet épisode. Je remercie encore une fois Jessica d'être passée et surtout de m'avoir aidé pour le montage parce qu'il y a eu quelques petites galères en off. Donc je la remercie avant tout pour ça. Je vais vous laisser avec l'épisode, mais juste avant les gars, si vous aimez le podcast, si vous aimez ce projet, n'hésitez vraiment pas à le soutenir. Moi ça m'aide beaucoup, c'est pas beaucoup que je vous demande. Donc si vous pouvez sur les plateformes, un 5 étoiles ou un commentaire ou un like ou un partage. Voilà, comme vous voulez les gars. En tout cas, moi je vous laisse avec l'épisode. Enjoy. On est parti ? Ouais. Alors, après toutes ces galères, comment tu vas ? Je vais bien, merci, et toi ? Ça va super. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter dans mon podcast qui s'appelle Croyances Limitantes. Je pense que tu en as un petit peu entendu parler. Je pense que tu serais une personne intéressante pour ce podcast parce que de ce que j'ai pu voir de ton parcours, un petit peu de ce qu'on m'a dit de toi, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Donc je vais te poser quelques questions. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Déjà, je suis ravie que tu m'as invitée pour ce podcast. Pas de souci. Et si je devais me présenter rapidement, je m'appelle Jessica, je suis réalisatrice, photographe, étudiante, consultante. J'ai beaucoup de casquettes, Okay. mais on pourra en revenir dessus, il n'y a pas de souci. D'accord. Et j'avais une autre question, parce que déjà, t'as beaucoup de... t'as pas mal de casquettes et c'est fou. Qu'est-ce que toi, tu fais un peu au quotidien ? Ça veut dire quelles sont les activités que tu vas retrouver un petit peu ? Au quotidien, actuellement, je me concentre sur mes études. Donc, Okay. je suis actuellement en Master 2 de stratégie business. Okay. Donc, mon temps est occupé par mon alternance et les cours. Après, à côté, je fais aussi du consulting marketing pour des entreprises. Et quelquefois, j'arrive à caler des prestats de photos vidéo dans mon emploi du temps un peu chargé. Mais oui, du coup, voilà ce qui occupe mon temps et mes semaines. Ok. C'est très chargé. Hein. Oui, ça demande beaucoup d'organisation. Et tout ça te plaît ? Comment ouais. Ok. Carrément, ça me plaît et j'aime bien justement être multicasquette et avoir plusieurs cordes à mon arc. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses soi-même et ne pas dépendre de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Donc, dès que j'ai besoin de faire quelque chose, si je le sais pas, je vais apprendre et ensuite peut-être déléguer plus tard. Ok, du coup, toi, tu as plus une casquette d'une personne, on va dire, plus généraliste que spécialisée ? Pour l'instant. Et du coup, mon objectif à long terme, ce serait de me spécialiser du coup en marketing et pourquoi pas autre chose. Mais oui, en tout cas, j'aimerais me spécialiser plus tard. Plus tard ? Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais ? Par exemple, pour les personnes qui connaissent pas, par exemple, le marketing ou la réalisation, pour leur expliquer. Tout à fait. Donc, concernant la photo et la vidéo, la photo, je prends des événements photos. Je m'occupe aussi de particuliers, d'entreprises, donc que ce soit l'événementiel, comme je l'ai cité auparavant, mais aussi des shootings ou même des projets sport ou musicaux. Il y a vraiment de tout, même du mariage, par exemple. Okay. Donc, je touche un peu à tout par rapport à ça. Et ensuite, par rapport au marketing, donc, j'accompagne des entreprises aéronautiques à développer leur communication et leur image de marque. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'approfondisse encore un peu plus, mais voilà ce que tu peux. Oui,
Globalement, ce que je fais, c'est que je leur apporte une vision extérieure et un point de vue, je dirais, stratégique qu'ils n'ont pas forcément inclus dans leur communication au départ. Ok. Et ça leur permet de toucher plusieurs interlocuteurs, puisque dans le secteur aéronautique, il y a le secteur public qui va venir en jeu par rapport aux contribuables, aux maires, etc. Et aussi privé, donc tous les financeurs et tout. Et ensuite, vraiment, les personnes qui vont acheter le service. Et je dirais toute la chaîne, globalement. Donc, il y a plusieurs angles à voir. Et même en communication interne aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça dépend en fait du statut de chaque entreprise, mais voilà. Ok, tu m'as fait une bonne description, mais c'est fou comment tu as beaucoup de casquettes. Franchement, je te tire le chapeau. Merci. Je sais pas si on va me voir du coup, mais je vais le tirer parce que franchement, ça demande pas mal d'appétence et ça me fait, comment dire. Je vais rebondir sur la prochaine question qui est assez intéressante. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer toi dans ton parcours ? Alors, les difficultés, j'en ai rencontré déjà à mes débuts. Okay. Le simple fait de s'équiper en matériel, puisque ça coûte cher. Là, je parle vraiment de l'aspect vidéo-photo par lequel j'ai commencé. Puisque quand j'ai commencé la vidéo-photo, j'étais encore en bac plus 1, 2. Donc, j'étais pas encore spécialisée en marketing comme aujourd'hui. Et déjà, dans un premier temps, s'équiper, ça coûte cher. Et c'est un des freins que j'ai rencontrés. Choisir le bon équipement et avoir ses premiers clients, fixer ses prix. C'est toutes ces choses par lesquelles on passe. Alors, juste une question. Pourquoi t'as rigolé quand t'as dit fixer ses prix ? J'ai rigolé parce que c'est toujours quelque chose de subjectif au final. Ok. Comment tu justifies ton prix ? Certes, il y a des grilles où clairement tu dois déduire tes charges, le prix de ton matériel, mais après il y a aussi une part de avoir confiance en soi et avoir confiance en ce qu'on peut produire et comment on va aider notre client et la valeur du coup qu'on peut lui apporter. Et ça c'est quelque chose d'immatériel mais qu'il faut savoir quantifier justement, qui rentre dans le prix et ça peut être difficile quand on n'a pas forcément confiance en soi au départ parce qu'on commence justement. Ok, et toi, parce que c'est vrai que, comment dire, donner un prix, ça peut être compliqué au début, parce qu'on a peur de viser trop haut. Quel serait, par exemple, un conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans un domaine, mais elle a peur de s'élever, de scaler ? Quel serait ton conseil par rapport à ça ? Comment tu peux avoir plus de confiance sur tes prix et peut-être s'élever à l'avenir ? Je dirais qu'il faut oser. Ok. Faut oser parce que la plupart du temps, on se sous-estime. On met des prix qui sont trop bas par rapport même au marché ou même par rapport à ce qu'on produit et ce qu'on fait pour les autres et on se rend pas vraiment compte de la valeur qu'on apporte. Au début, ça prend du temps de vraiment le réaliser et je dirais que mon conseil, ce serait vraiment d'oser et quitte à ce que la personne en face, elle ait envie de négocier, même si je conseille pas trop la négociation, mais ça on pourra en reparler. Même si la personne en face, elle aurait envie de négocier ou elle est peut-être pas choquée, mais voilà, s'attendait pas forcément à ça par rapport à ton âge aussi ou par rapport au peu d'expérience qu'elle a pu voir de toi. Et faut oser et être ferme dans un premier temps, voir la réaction et suite à ça, tu auras des clients qui correspondront à tes tranches de prix. Parce qu'au début, les premiers clients, on les choisit pas forcément, on n'a pas forcément les meilleurs clients entre guillemets dans le sens où on démarre, on a besoin de se faire de l'expérience. Donc les personnes qu'on aide en général, ce sont des personnes de notre entourage. Donc, qui n'ont pas forcément soit le budget ou qui ne considèrent pas forcément la valeur qu'on fait au début. Et c'est avec le temps qu'on a des personnes qui ont des vrais besoins et qui, du coup, sont prêts à mettre le prix. Mais c'est intéressant ce que tu as avancé, qu'au tout début, tu n'auras pas forcément les clients que tu veux. Et ça, c'est un point que j'ai abordé justement dans l'ancien podcast avec Agden, pour le coup. Un point qui était intéressant dans le sens où on a trop tendance à, quand on veut se lancer, je sais pas si tu es d'accord avec moi, quand on veut se lancer, à vouloir directement partir dans des trucs un petit peu fancy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre directement à vouloir les plus gros clients, alors qu'au contraire, on pourrait se prendre la main avec ses clients
qui sont un petit peu moins de qualité. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Qu'est-ce que tu définis par client de qualité? C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget pour toi? Non, pas forcément dans ce sens-là, dans le sens où ça va pas être des clients de renommée. Ok. Tu vois, par exemple, grosse marque, petite marque. Ça peut être un exemple. De mon côté, je trouve que avoir des gros clients à ses débuts, c'est hyper stressant. Parce que toute la charge mentale, tu n'as pas assez le recul, l'expérience, et tu dois faire croire à ces gens que tu es hyper compétent et que tu as l'habitude de faire ça, alors que peut-être c'est la deuxième fois, la première fois que tu le fais. Je trouve que vaut mieux commencer par des petites choses pour vraiment prendre confiance en soi, prendre confiance en ce qu'on fait, et ensuite chercher des plus gros poissons. Mais dans tous les cas, ça se ressent. Okay. Le client, il va le ressentir, et du coup, c'est là où il y a la porte ouverte à des choses qui sont pas forcément correctes, comme le fait de négocier alors qu'un prix a déjà été fixé sur des livrables ou autre chose. Ça laisse la porte ouverte à même du manque de respect, ou plein de choses qui font que on peut être découragé ou dégoûté, ou de se dire en fait c'est pas pour moi ou quoi, alors que pas du tout. Ok, c'est intéressant, c'est un axe auquel j'avais pas vraiment pensé, donc c'est intéressant. Je vais juste passer à la prochaine question. Bizarrement, qui rejoint un peu celle-ci, comment du coup tu te développes dans ton domaine? Alors actuellement, comment je me développe, je dirais que j'essaie d'avoir une balance entre l'ensemble de mes activités. Je pense que c'est le point sur lequel j'ai le plus progressé au final, puisque à mes débuts, c'était vraiment, je dirais pas tout blanc, tout noir, mais presque. Parce que, comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais en bac+1, bac+2. À ce moment-là, j'étais à Descartes, c'était assez compliqué. Et il fallait quand même que je progresse. Et ça fait que ça a empiété sur mes cours et tout. Ensuite, je me suis dit, du coup, j'ai ralenti l'aspect photo-vidéo, et je suis plus restée en arrière-plan. Par exemple, mes techniques, c'était de se dire, ok, je peux pas être présente sur les tournages parce qu'il faut que je sois en cours, mais tout ce qui est post-prod, je peux m'en occuper. Donc, je faisais beaucoup de post-prod pour d'autres, et ça me permettait de rester in, mais tout en étant quand même slow dans mon emploi du temps. Et suite à ça, je me suis dit, en fait, il y a eu aussi un gap, c'est que j'ai pas eu mon alternance à un moment donné, et ça m'a permis de faire une année sabbatique, et qui m'a permis justement de me remettre à fond dans la vidéo. Donc c'était une espèce de jeu entre un coup les cours, un coup la vidéo, la photo, et ça m'a permis aussi de développer l'axe de consulting à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment un jeu de balance, je dirais. Et aujourd'hui, je me concentre sur les cours et le consulting pour fermer aussi cet arc des cours, je dirais. Ok. J'avais une question aussi, par exemple pour les auditeurs qui peuvent nous écouter. Vu que tu as parlé t'as dit que t'étais, que t'aimais bien ce côté d'indépendance, de vraiment pouvoir prendre un skills et l'apprendre. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut par exemple développer un skills, qui se dit ok, j'aime bien la photo vidéo, ou peu importe le domaine, elle ne sait pas trop quoi faire, elle n'a pas vraiment de guide, qu'est-ce que toi tu pourrais lui conseiller? Ce que je conseillerais, c'est YouTube. Aujourd'hui, YouTube, c'est une bibliothèque immense de contenu et de savoir pour apprendre. Moi, j'ai tout appris sur YouTube, quasiment. Et après, chercher, pourquoi pas, des personnes qui font déjà cette activité pour leur demander des conseils. Et même si au début, t'es pas forcément payé ou quoi, mais assister, là, dans le cas de la photo-vidéo, assister à leur tournage ou à leur shooting pour apprendre en étant là, à côté, observer, l'observation. Et je dirais de rester humble aussi pour apprendre, parce que on part de quelque chose, on part de zéro, et il faut se dire je connais rien, et il faut que j'accepte de ne rien savoir et d'apprendre tout simplement. Mais au final, c'est une belle chose, non? Tu trouves pas, de ne rien savoir? Ça veut dire que tu as une marge de progression qui peut être énorme. Exactement. Et tu vas faire du progrès. Si t'es nul, si tu t'améliores, tu vas forcément être meilleur. Donc c'est aussi moi je pense que c'est une question de, je sais pas si tu pourras me rejoindre, mais question de perception, tu vois, souvent, parce qu'on voit ça en négatif d'être nul. Au contraire, au final, moi je pense que c'est une bonne chose. Je sais pas ce que toi t'en penses. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi, puisque de ce que j'ai pu constater, pour ma part, c'est toujours les débuts qui sont les plus excitants au final, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Quand tu tombes dans un sujet et que tu commences à creuser, tu te rends compte que plus tu creuses et moins tu en sais de ce sujet, en fait. C'est là où... C'est fou ça d'ailleurs.
Ouais, c'est là où tu te rends compte que ah ouais, j'étais complètement à l'ouest. Il y a encore ça, ah oui, ça, j'avais pas pensé et tout. Et je trouve que c'est ces débuts-là qui sont les plus excitants, puisque quand tu arrives à un niveau, je dirais, intermédiaire, les progrès sont beaucoup plus fins. Beaucoup plus fins, c'est vraiment sur des détails, de l'optimisation et sur le temps. Donc il y a moins cet aspect adrénaline où tu apprends tout d'un coup. Donc ouais, je trouve que les débuts, c'est les meilleurs en soi. Pour ceux qui... je m'adresse à la caméra, mais pour ceux qui disent « je peux pas commencer parce que je suis nul », au contraire, vous avez de la chance parce que c'est un sentiment qu'on retrouve qu'au début, en fait. Et il faut vraiment en profiter. Et au contraire, c'est parce que t'es nul que tu dois justement apprendre. Moi, j'ai plutôt cette perception-là, en général. Alors, je vais passer sur la prochaine question. Quelle est ta routine ? Ma routine, c'est-à-dire ma routine de vie, ma routine... Ta routine de vie, genre comment toi tu organises ta journée pour faire du progrès. Ok. Alors, dans un premier temps, j'essaie de m'organiser le plus possible avec les outils comme Trello, comme Google Agenda, où vraiment planifier ma journée, c'est déjà le début de tout. D'accord. Si la veille, j'ai pas planifié ma journée, la journée du lendemain, elle risque pas d'être très productive parce que je sais pas ce que j'ai à faire au final. Okay. Je sais pas ce que j'ai à faire. Et donc, une fois que j'ai organisé ma journée, ça va tout seul au final. Ça va tout seul, je prends les temps que j'ai choisis pour faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, je dirais le plus important aussi, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Okay. Donc, même c'est un conseil que je devrais plus m'appliquer à moi-même, je dirais. Mais... c'est le sommeil ? Ouais, tout de suite. Le sommeil, ça c'est clair, un truc que j'ai encore du boulot dessus, mais ouais, le sommeil, genre dormir assez et même faire du sport, rester actif, pas forcément rester sur sa chaise tout le temps, enfin vraiment bouger, voir des gens aussi, un conseil que je devrais plus m'appliquer. mais oui, avoir une bonne hygiène de vie dans son ensemble, c'est bon sommeil, faire du sport ou une activité physique régulière et bien manger, je dirais manger des aliments sains. Moi, pour ma part, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. J'aime bien manger les fast-foods, etc., mais j'aime bien manger vraiment des vrais aliments, boire de l'eau. Moi, je suis vraiment sur ce créneau-là. Ok, c'est intéressant. Justement, j'allais revenir sur ta routine et c'est bien que tu parles de l'hygiène de vie. C'est quelque chose qui est souvent négligé. En général, on va se dire je vais travailler plus, je vais dormir moins, mais c'est une bombe à retardement pour le coup. Donc non, c'était intéressant que tu donnes ta routine. Et en fait, plus je parle à des gens dans ce podcast, plus je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment différentes manières de s'organiser. Et c'est pour ça que je pose la question. Ouais. C'est une question égoïste, un peu, je vais pas mentir. Mais c'est intéressant de voir que, par exemple, toi, tu organises ta journée à la veille. Ouais. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui organisent leur journée le matin. Moi, j'organisais aussi à la semaine. Donc, ça diffère de personne en personne, mais c'est aussi bien d'ajouter. Et tu l'as dit à un moment que si tu venais pas, à organiser ta journée, tu serais pas productif. Et généralement, c'est un point qui fait mal parce que les gens disent oui, j'arrive pas à être productif. Et même moi, ça m'est déjà arrivé. Mais la réalité, c'est qu'en fait, t'as pas organisé ta journée. Et quand on dit t'as pas organisé ta journée, c'est plus t'as pas pris en compte certaines choses. Toi, par exemple, t'as les cours, tu vois. Donc, dans ton organisation, j'imagine que tu vas ajouter les cours. Oui, donc là, par exemple, là, je t'ai fait l'exemple un peu d'une journée off. Okay. Admettons un samedi où là, je planifie, soit j'ai un client ou soit j'ai rien, admettons. Mais là, vraiment, une organisation, je dirais, libre. Après, oui, quand j'ai les cours, forcément, je me l'adapte aussi par rapport aux cours que j'ai. Donc, admettons, de 9h à 17h, je suis indisponible. Peut-être à part la pause du midi, mais sinon, voilà, je suis indisponible. Mais ça m'empêche pas de m'organiser quand même. C'est-à-dire que je vais poser tous les gros moments de la semaine que je sais à l'avance. Par exemple, notre rendez-vous d'aujourd'hui, tu vois, je le savais depuis longtemps, donc il était déjà posé dans mon agenda et je construis autour. Okay. Je construis autour et je regarde aussi par rapport à ce qui est urgent, important, ce que je peux reporter, ce que je peux déléguer aussi. Okay. Et par rapport à ça, je m'organise avec, comme je t'ai dit, l'outil Trello. Je trouve que c'est un outil qu'on ne devrait pas négliger parce que moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, que ce soit pour le taf ou même perso. Et Google Agenda, où là, je peux vraiment planifier heure par heure ce que j'ai à faire.
vraiment prévoir des temps, des plages horaires dédiées à ce moment-là. Et même des pauses, si je dois planifier des pauses, je les planifierai. Ok, c'est intéressant. Ça veut dire que tu as vraiment une vision claire sur ta semaine. Exactement. Sur les gros morceaux, entre guillemets. Ça veut dire les moments que tu vas pas pouvoir... comment dire ? Reporter, bouger, exactement. Et ça... Enfin, quand j'entends ton organisation, j'entends que tu as un point d'importance sur le temps aussi. Parce que tu parles de déléguer, et c'est un truc que peu font. Mais généralement, déléguer, c'est... Enfin, pour moi, je trouve que c'est hyper intelligent, parce que c'est un bon usage de ton temps. Le temps, c'est une denrée rare. On en a peu, et c'est important de le prioriser. Ouais, tout à fait. Déléguer, ça peut être difficile à faire parce qu'il faut trouver des personnes de confiance, des personnes compétentes. Enfin, il y a plein de freins au fait de déléguer, on va pas se mentir. Déléguer, c'est pas donné à tout le monde. Mais quand on a la chance d'avoir un entourage ou des personnes qui sont là pour ça, et il faut en profiter et il faut l'utiliser à bon escient. Ah, tu dis bien, et puis même à un moment, c'est un petit peu une question de sacrifice. En tout cas, pour un temps, sacrifier un petit peu d'argent contre du temps pour pouvoir peut-être générer un peu plus dans son activité, peut-être développer plus de compétences. Je vais passer à la prochaine question qui va être intéressante. Quelle est la place de la curiosité chez toi ? Très intéressant. La place de la curiosité, pour moi, c'est un point essentiel dans nos vies en général. C'est-à-dire que si tu n'es pas curieux, au final, tu tournes en rond, tu n'avances pas parce que tu vas pas chercher de nouvelles choses, de nouvelles compétences ou même chercher en toi. C'est-à-dire que être curieux, c'est aussi apprendre à se connaître pour mieux connaître les autres, mieux échanger avec les autres et savoir où tu vas. Donc la curiosité, c'est vraiment un élément qu'on peut pas se permettre de perdre au fil du temps. Il faut être curieux, même d'essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, sortir de sa zone de confort. On dit souvent sortir de sa zone de confort, mais au final, si tu connais pas toi-même ta zone de confort, comment tu peux en sortir ? Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre aussi à se connaître soi avant de pouvoir sortir. C'est intéressant. Tu sais que c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois je pose cette question et j'ai des réponses différentes et moi-même j'en apprends parce que le fait de se connaître aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça peut être vu de manière très gnangnan, oui, apprendre à te connaître, mais c'est important de connaître ses vraies limites pour pouvoir aussi d'un autre côté les dépasser. Et je te rejoins pour le coup par rapport à la curiosité parce que je pense que c'est intéressant. Je parle moi-même d'un drive. Je pense que la curiosité, c'est un drive en lui-même. Donc c'est ce qui peut te motiver. Je sais pas moi, tu as toujours voulu une chose en particulier, elle n'existe pas. Tu la crées, tu vois. Ouais. Ça peut être un bon exemple. Donc non, pour moi, la curiosité, je vais te rejoindre sur ça, c'est vraiment important et il faut la cultiver un petit peu au quotidien. C'est ce qui vient rajouter aussi ce goût à nos activités. Ouais, bien sûr. Et je voulais aussi rebondir sur le fait d'apprendre à se connaître quand tu as dit que ça peut être un peu gnangnan, non, etc. Ça peut être vu gnangnan, oui, pas de mon côté. Je dis pas que tu as dit ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment des méthodes qui existent et justement, il faut avoir la curiosité de les chercher. Ouais. Et apprendre à se connaître, c'est, comme tu l'as dit, savoir ses limites, mais pour savoir tout ça, il faut tester, il faut essayer, il faut faire. Parce que tant qu'on fait pas, tant que ça reste hypothétique, on peut se dire non, mais je vais y arriver ou non, j'y arriverai pas, mais au final, on peut avoir de belles surprises. Okay. Donc, je trouve que c'est important de tester, d'essayer, de faire. Et c'est comme ça qu'au final, on apprend à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et dans quoi on est à l'aise et quels sont nos talents au final. Ça me permet de rebondir sur une question parce que une question qui était intéressante. Quelle est ta vision de l'échec ? Parce que je sais qu'on a tous une vision différente. On peut voir l'échec en mal, se dire ah non, j'ai raté. D'autres le voient plutôt comme une leçon ou comme de l'information, pour ma part en tout cas. Pour moi, l'échec, je le vois un peu comme une opportunité de faire mieux la prochaine fois. Même si je suis quelqu'un qui n'aime pas l'échec. Je vais pas te mentir. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir la maîtrise des choses et j'aime anticiper tous les coups en avance, tu vois. Ouais. Et du coup, échouer, ça insinue que j'ai pas assez anticipé, que j'ai pas assez planifié, que j'ai pas assez organisé. Il y a quelque chose qui n'a pas
n'a pas fonctionné. Et du coup, au début, j'aurais peut-être du mal à l'accepter parce que je suis quelqu'un, j'aime pas l'échec. Mais j'ai travaillé encore dessus. Mais au moins, c'est une opportunité de faire mieux, de faire autrement et de dire, en fait, si j'ai échoué là, c'est peut-être parce que il manquait ça. Et du coup, la prochaine fois, je le ferai mieux, je le ferai autrement. Et peut-être que je dirais pas que c'est pas pour moi parce qu'il faut pas s'arrêter au premier échec, mais ça peut donner d'autres idées, je dirais. Ok, et c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, tu as parlé de la perception de l'échec surtout. C'est ce qui va faire la différence parce que je pense qu'on y est tous soumis. Exact, peu importe l'activité, même si on essaie tous de prévoir, l'échec est là, mais tant qu'on le voit comme une information, comme tu as dit, ça peut être une opportunité de voir plus loin, de développer sa curiosité et surtout, un point intéressant que tu as amené, c'est comprendre l'échec surtout. Oui, d'où il vient. Parce que parfois, l'échec n'est pas forcément de notre faute et ça aussi, il faut savoir l'accepter. Que, j'avais tout prévu, mais cet élément-là n'était pas dans mon spectre et je pouvais pas le savoir, je pouvais pas le deviner, c'est pas de ma faute et c'est la vie en soi. Mais à contrario, il faut aussi accepter que parfois c'est de sa faute et ne pas rejeter constamment la faute sur autrui, l'environnement, etc. Donc il y a ce jeu où il faut vraiment comprendre d'où vient l'erreur pour mieux la corriger la prochaine fois. Ok, ça me permet de rebondir aussi sur la responsabilité. Exactement. Parce que c'est quand on veut développer une activité, quand on veut prendre son indépendance en général, on prend 100% de la responsabilité sur ce qui nous arrive en général. Donc, comme tu l'as dit, il faut savoir aussi se remettre en question, savoir comprendre surtout. Donc, comment tu perçois la responsabilité, toi, dans ton quotidien ? Moi, je l'aperçois de sorte que c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne. Parce que, comme je te l'ai dit au début, accepter des gros clients, des grands comptes à son début, c'est hyper stressant parce qu'il y a énormément de responsabilités. Tu vois. Et je pense que, après, ça dépend les activités, etc. Mais en général, je dirais que ça s'apprend et c'est aussi une habitude qu'on a avec le temps. On ne peut pas passer de 0 à 100. C'est progressif et du coup, forcément, les responsabilités, on les prend progressivement. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut mieux les encaisser au fur et à mesure. Sinon, ça peut être compliqué, effectivement. Mais tu penses que c'est quand même important de prendre la responsabilité, en tout cas, de son environnement ? C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'on ne peut pas constamment compter sur les autres pour être responsable pour nous. À un moment donné, il faut se prendre en main. Et là où la responsabilité agit. Donc, être responsable, c'est prendre conscience de ce qu'on fait et l'impact qu'on peut avoir et agir en conséquence. Ok. Donc oui, c'est indispensable pour moi. C'est intéressant de prendre en compte ce que ça peut engendrer. Exactement. Comme tu l'as dit, tu prends un gros client, grosse responsabilité. Mais comme je l'expliquais dans un dernier podcast, la responsabilité, en fait, c'est le pouvoir. Les deux sont interchangeables au final. Parce que quand tu regardes, ça veut dire prendre le pouvoir, mais pour le meilleur comme pour le pire. Oui, parce que on parle beaucoup d'entrepreneurs à succès, mais on parle, je sais pas si on en parle autant, mais il y a aussi des entrepreneurs qui échouent, entre guillemets. Oui. En tout cas, l'échec, comme on l'a dit, tout est relatif, mais qui ne réussissent pas au point où on le vend actuellement. Et c'est aussi ça, être responsable, c'est que faut prévoir les coups durs, assumer ses fautes et se dire, ok... je prends mes responsabilités et j'avance. Ouais. Souvent, on voit de manière très négative la responsabilité. Il peut t'arriver ci, il peut t'arriver ça, mais on n'explique pas ce que ça peut apporter, généralement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est vrai que la responsabilité, dès qu'on pense à ce mot, on pense d'un côté négatif. On se dit, oula, responsabilité, c'est-à-dire que j'ai ça sur mes épaules. Mais il y a aussi le bon côté de la médaille. C'est-à-dire que quand on est responsable, ce qui nous arrive aussi, c'est pour nous et c'est bien. Donc, faut accepter aussi le bien. J'ai remarqué qu'on est dans une... société qui aime bien, qui a du mal, je dirais, à accepter les compliments, à accepter les choses bonnes qui nous arrivent. On cherche toujours la petite bête, en fait. C'est jamais
c'est jamais parfait. Bon, ça sera jamais parfait, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça. Mais parfois, il faut prendre du recul, je dirais, et se dire, mais en fait, c'est super cool ce qui arrive et c'est bien, c'est tout simplement bien, et en profiter pleinement et être dans le moment présent et pas se dire ça aurait pu être autrement, ça aurait pu être ci, ça aurait pu être mieux. C'est sûr, ça aurait pu toujours être mieux, mais je pense que accepter le moment présent, c'est quelque chose qui fait que en étant pleinement responsable, on accepte le moment présent, justement. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. J'allais rebondir sur un point aussi. Je pense qu'il faut avoir conscience aussi des biais par rapport à ça, du coup, parce que ça fait partie du biais de la négativité. Ce qui est négatif va généralement avoir plus de poids que ce qui est positif dans un domaine. Donc oui, il va y avoir du négatif, mais il faut aussi essayer d'évaluer le positif par rapport au négatif, parce que même s'il y a moins, entre guillemets, de négatif, ça va toujours faire plus de poids. Et c'est pour ça que c'est important qu'on expose en fait les bienfaits de la pleine présence ou de la responsabilité en général, parce que ça vient un petit peu contrecarrer ce côté un petit peu négatif qu'on pourrait retrouver. Ouais, bien sûr, je pense qu'il faut faut savoir prendre du recul, en fait. C'est une question de prendre du recul, je pense, et dézoomer et se dire, ok, finalement, il y a ça comme point négatif, il y a ça comme point positif. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs que j'arrive le plus ou j'arrive le moins à accepter. Et à partir de là, peut-être que pour quelqu'un, le point A, il n'est pas très important et il peut faire avec. Et peut-être qu'une autre personne, le point A, il est super important et lui, il ne peut pas faire ça. Et je pense que là, ça dépend de soi. Et du coup, se dire, ok, moi, je ne suis pas capable d'encaisser ce point négatif. Donc, je fais en sorte de ne pas l'avoir du tout. Et du coup, soit je change ou soit voilà. Et une autre personne, elle peut se dire, moi, je peux l'accepter, ça fait partie de mon métier, de mon activité, de ma vie, peu importe. Et j'avance avec. Donc, ça revient aussi à apprendre à se connaître, du coup. C'est exactement ce que j'allais dire. Et connaître ses limites. Donc, voilà. Ça revient sur ça, être curieux, surtout envers soi-même, apprendre à se connaître. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, entre guillemets, je vais juste revenir un petit peu sur un point, mais c'est pour ça que j'aime pas cette vision, par exemple, entre guillemets, du développement perso qui est propulsé. C'est un petit peu le truc gnangnan. J'aime pas ça parce que ça empêche des personnes de se connaître réellement, d'être curieux, d'explorer, en fait. Donc pour moi, c'est pour ça que j'essaye de propulser une image différente du développement perso à travers ce podcast ou à travers le média, pour permettre aux gens de vraiment se connaître au final, de vraiment casser ces barrières qui peuvent être limitantes et limiter au final le plein potentiel. Ouais. Alors, putain, on dirait que je suis coordonné à mes questions, c'est pas possible. Mais quelle est la place du développement perso dans ta vie à toi ? Alors, je suis passée par plusieurs phases, je dirais. Parce qu'il y a eu un peu la phase où j'ai découvert le développement perso en mode waouh, quand ça commence à exploser sur Internet, je pense, pour tout le monde. Confinement. Ouais. Même avant, ouais. Même avant, j'étais très intéressée par ça. Je pense que les premières fois où j'ai commencé à y réfléchir, c'était au lycée déjà. C'était au lycée, je me souviens, un des premiers livres que j'avais acheté, c'était La semaine de 4 heures. De Tim Ferriss. Oui, exactement, parce que j'étais dans une optique où je voulais optimiser mon temps, comprendre. C'était un de mes premiers ouvrages, je dirais, et ça m'intéressait, donc je regardais beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de contenu. Et au fur et à mesure du temps, j'ai un peu délaissé tous ces gourous du net, tous ces contenus, tous ces livres, etc., pour vraiment me focaliser sur moi et finalement la vraie vie, parce que on vend un idéal, mais dans la vraie vie il n'est pas forcément applicable tout de suite ou de la même façon. Et c'est en apprenant à se connaître qu'on peut transposer certaines de ces règles, certains de ces conseils dans notre vie pour justement mieux avancer. Mais il ne faut pas, je pense, se calquer à 100% dessus en se disant si lui dit ça, si elle a dit ça, c'est que c'est le truc parfait qu'il faut faire et moi j'y arrive pas, oh là là, au secours. Donc non, parfois c'est pas adapté à toi, c'est pas adapté à ton activité, et c'est pas grave, juste adapte comme tu veux, apprends à mieux te connaître et cherche d'autres ressources qui pourront peut-être t'aider. Mais je pense que le point du développement personnel qui a fait que ça s'est un peu effrité, je dirais, c'est la constante recherche du bonheur. En fait, c'est ce point
qui a fait, je pense, que certaines personnes, ça les a perdues. Et soit ils ont lâché, ou soit ils sont devenus complètement... ça les a, je dirais pas détruits, mais voilà, on est allé à un point de retour dans le sens où la constante recherche du bonheur, elle n'est pas possible. Parce que pour évaluer le bonheur, il faut avoir aussi des choses négatives. On ne peut pas tout le temps chercher à être heureux, parce que plus on cherche de façon consciente le bonheur, enfin concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est ça qu'on nous voit au final dans le développement personnel traditionnel, c'est la recherche du bonheur, comment atteindre le bonheur, comment être heureux. Et au final, après je te laisserai rebondir, mais non mais vas-y, continue, t'inquiète. Selon moi, le bonheur, il est partout au final, il est tout le temps. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, être dans l'instant présent, tu vois. Être dans l'instant présent et savourer les petites choses de la vie, comme les gros moments, et du coup accepter les compliments, accepter les bonnes choses qui arrivent. Ok, c'est intéressant. À un moment, tu as parlé du fait que, par exemple, quand on lisait, de pas prendre tout mot pour mot, et ça revient à avoir un esprit critique, en fait, de critiquer ce qu'on t'apporte. Et moi, j'ai un avis tranché sur l'esprit critique, parce que généralement, on dit aux gens, oui, ayez un esprit critique, etc. Sauf que quand t'es jeune, par définition, t'es jeune, du coup, t'as pas beaucoup expérimenté dans la vie. Donc, c'est aussi bien d'avoir eu ces réalisations, d'avoir lu ce livre, expérimenté, et t'as pu savoir que, au final, ça s'applique pas dans la vraie vie. C'est ce qui t'a permis de développer ton esprit critique. Donc, moi, je serais à 100% d'accord avec toi. Je suis un petit peu contre cette image du développement perso, c'est pour ça que je veux l'apporter, parce que le développement perso, au final, quand on y réfléchit, ça a toujours existé. C'est juste que la forme qui est présente aujourd'hui, c'est une forme sous forme de livre, à la recherche du bonheur avec certains gourous, etc. Mais le développement perso, ça a toujours existé, que ce soit à travers peut-être des livres sacrés, à travers l'éducation, à travers certains périples, certaines activités. Il y a toujours eu cette phase où tu apprends à te connaître, où tu te développes. Et c'est pour ça que moi, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il faut en fait utiliser ce qu'on nous apporte aujourd'hui dans le développement perso, mais pour se découvrir, pour vraiment être curieux. Et un aspect dont tu parles beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est intéressant, c'est le fait d'être présent, et c'est extrêmement sous-estimé, parce que souvent on veut ce qui est dans l'autre rive, tu vois, mais on n'apprécie pas ce qu'il y a assez autour de nous, sauf quand on le perd. Exactement. Mais je pense que c'est quand tu vas les perdre, ou que tu es en train de perdre, que tu réalises au final ce que tu as. Et le but de mon discours, c'est de ne pas attendre que ça soit trop tard. D'accord. Justement. Et de vraiment se recentrer et se dire, ok, ce que j'ai, c'est déjà bien, et être content de ça. Je ne dis pas qu'il faut se contenter forcément de ce qu'on a, on peut chercher plus. Moi-même, je suis une personne qui aime chercher plus. Mais il faut aussi, je dirais, avoir cette capacité d'apprécier déjà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un point que je cultive personnellement et que je prêche. Surtout, c'est d'être content de ce que tu as, mais à la fois chercher à avoir plus. C'est deux choses qui ont l'air opposées, mais en réalité, elles sont complémentaires. Parce que si t'es pas content de ce que tu as à l'heure actuelle, comment tu peux être vraiment heureux, tu comprends ? Donc pour moi, je serais entièrement d'accord avec toi sur ce point-là, qu'il faut être content avec ce qu'on a, mais surtout chercher à développer plus, ne pas hésiter à être curieux, ne pas hésiter à vouloir plus, parce que généralement, ça peut être aussi mal vu des fois de vouloir plus, par exemple de vouloir plus gagner, de vouloir, je sais pas, un meilleur physique, une meilleure situation, alors que c'est des choses qui sont tout à fait normales. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, au final, je dirais que vouloir constamment s'améliorer, c'est quelque chose de super, je trouve. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent mal vu, surtout par rapport à l'argent, je dirais. Les gens ont du mal à... Gros tabou. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est tabou de vouloir gagner plus, surtout quand certaines personnes considèrent que tu gagnes déjà beaucoup. Encore, c'est communément accepté quand tu gagnes pas beaucoup, mais quand tu gagnes déjà beaucoup, les gens ont du mal à comprendre. Ce qui peut être, chacun son point de vue là-dessus. Mais c'est quelque chose, je dirais, qui te fait avancer au final. Parce que si tu restes à un statu quo, tu progresses pas, tu stagnes, tu te sens pas, vivre en soi. Et là où tu disais que oui, il faut être présent, mais c'est en étant présent qu'on se rend compte, ok, j'ai encore une marge de progression, je peux encore aller chercher plus, et je vais aller le chercher.
Et après, forcément, il faut pas tomber dans le côté toxique, je dirais. Voilà, faut quand même être mesuré. Mais c'est lorsque tu es dans le moment présent et que tu te rends compte de ce que tu as autour de toi et de la marge de progression que tu peux avoir, bah, ça serait même bizarre de se dire, ok, je m'arrête là, alors que je peux être... encore une meilleure personne, une personne plus humble, plus gentille, plus performante, plus talentueuse. Enfin, c'est même, ouais, je trouve ça contre-productif. Enfin, c'est bizarre, je trouve. Non, bah, c'est très très bizarre quand on prend tous les points en compte, c'est bizarre au final. Mais pour certaines personnes, c'est normal parce que c'est leur environnement et ça me permet aussi de rebondir sur une question qui peut être très intéressante. Et je pense que c'est un truc auquel on en a tous fait face quand tu veux te développer, peu importe ton domaine. Comment se défaire de la vie des gens? Comment se défaire de la vie des gens? Oui, exactement. Comment, je sais pas. Par exemple, je prends Jessica plus jeune qui voulait faire ce qu'elle voulait faire. Par exemple, elle voulait être dans la vidéo, etc. Et d'autres personnes n'ont pu lui dire oui, ben non, arrête, tu pourras pas faire ça. Ou vraiment essayer de la rabaisser. Ou comment, en fait, tu poses tes œillères. Je vois. Je dirais que ça peut être compliqué au début parce que forcément, le regard des autres, ce que pensent les autres, c'est humain. Je dirais qu'on se compare constamment et ça serait hypocrite de dire arrêtez de vous comparer parce que la comparaison n'est pas totalement mauvaise. Ça sert aussi... Tu penses ? Moi, je pense que c'est la comparaison, certes, elle a ses côtés négatifs, mais se comparer, ça sert aussi à progresser. Je dirais que, par exemple, dans plein de shonen, je vais citer Naruto, par exemple. Enfin, c'est bête, mais au final, c'est parce que Naruto, il se compare constamment à Sasuke qu'il progresse, parce qu'il veut dépasser son ami, quoi. Et du coup, la comparaison, en ce sens, ça t'aide à progresser. Et du coup, je sais plus où ta question... Ah oui, voilà, pour se défaire du regard des gens, etc. Je dirais qu'il faut s'affirmer. Et là, ça passe, du coup, par se connaître et prendre des risques et même, je dirais, fake it, c'est-à-dire que même si t'as pas forcément 100% confiance en ce que tu vas faire, ce que tu aimerais faire, et tu vas faire comme si, et jusqu'à ce que ça vienne, quoi. Et que tu vas te lancer et au final, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes projettent leurs insécurités sur toi et au final, c'est elles qui ont peur de faire ce que tu fais. Et c'est hyper parlant ce que tu dis. C'est elles qui ont peur de faire ce que tu fais et au final quand tu te lances on t'applaudit, tu vois. Mais c'était pas le même discours au début parce que t'étais pas encore dans ton ascension, t'avais pas, voilà. Donc parfois c'est juste de la peur, c'est juste que les gens ont peur pour toi mais aussi peur pour eux ou quoi, je sais pas, mais ils projettent cette peur sur toi et qui peut t'empêcher en tout cas d'avancer, de faire les choses. Mais je dirais que pour s'en détacher, il faut, je dirais pas s'isoler forcément ou quoi, mais vraiment prendre le temps de réfléchir, ok, est-ce que c'est sa vie ou c'est ma vie? Au final, dans 20 ans, qu'est-ce que j'aurais envie de raconter? Est-ce que j'aurais envie de raconter que j'ai pas osé le faire parce qu'on m'a dit de pas le faire? Ou que j'aurais testé et ça marche, ou j'aurais testé et ça n'a pas marché, mais au moins j'aurais testé. Bien sûr. Donc ouais. C'est intéressant ce que tu dis. La peur de l'échec freine énormément de personnes. Et moi, je trouve ça très dommage parce que ça fait qu'on a énormément de potentiel gâché, énormément de rêveurs, de personnes qui veulent faire des choses mais qui se lancent pas parce que je vais me rater, je dois sacrifier, etc. Donc c'est intéressant que tu parles de fake it et je vais revenir sur un point qui est intéressant parce que par rapport à la comparaison. Ouais. Après, moi, j'ai pas forcément le même avis, mais c'est normal, tu vois, on a tous un petit peu un avis différent. Moi, j'aurais tendance à dire que plutôt l'inspiration sert que la comparaison. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. En gros, se comparer, en fait, c'est très tricky parce que avec les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer avec le 001 sans prendre l'entièreté du contexte. Moi, j'aurais tendance à plutôt prendre de l'inspiration, de s'inspirer. Je trouve que c'est une nuance, mais qui peut faire vraiment la différence et qui peut justement nous faire nous sentir beaucoup plus à l'aise face à une autre personne. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, je vois où tu veux en venir. La comparaison poussée à son paroxysme, c'est sûr que c'est quelque chose de très toxique. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Instagram, il suffit de scroller rapidement sur le compte de quelqu'un qu'on apprécie ou quoi, et de dire elle a fait ça, et pas moi, tout ça. Et on pourrait s'inspirer.
Mais moi, où je trouve que la comparaison, elle peut être bénéfique, c'est quand c'est une comparaison qui est, je dirais, consciente dans un domaine précis. C'est-à-dire que, admettons, j'ai d'autres collègues vidéastes, et je peux me comparer à eux, Oui. mais pas dans le sens où j'envie forcément leur talent, ou j'envie leur matériel ou quoi. Je me compare pour voir, ok, eux ils ont réussi à faire ça, comment je peux me rapprocher de ça. Bon, au final, ça revient à l'inspiration. On s'en rapproche, c'est vraiment très proche au final, mais ça reste de la comparaison, parce qu'on est sur des critères fixes, ok, ça a fonctionné, la vidéo a fonctionné, ou le plan est mieux, ou ceci ou cela, mais au final, c'est de la comparaison. C'est de la comparaison qui amène à quelque chose de positif. Non, je suis d'accord avec toi. Tant qu'en fait, tu as conscience de ce que toi, tu es, ce que tu peux apporter, en soi, te comparer, c'est pas ça qui va te détruire. Je pense que la comparaison, elle est négative quand tu te perds, quand tu t'y perds et quand tu sais pas ce que tu vaux. Parce qu'au final, tu te compares, mais quel est ton point de comparaison ? Tu vois. Et si tu as déjà une haute estime de toi, bah tu sais que ok, elle est meilleure que moi, il est meilleur que moi, mais ça n'empêche pas que je suis quand même une bonne personne, une belle personne, talentueuse, etc. Donc tout dépend de l'estime que tu as de toi aussi. Mais c'est intéressant, tu as abordé un point qui est très très intéressant, qui peut nous permettre d'apprendre plus rapidement. C'est ok, cette personne elle est meilleure que moi, elle fait plus de résultats, mais pourquoi ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait mieux que moi ? Et ça, c'est une démarche qui est super intéressante. Et encore une fois, c'est cette histoire de perception. Et je mets vraiment la perception au cœur du podcast aussi, parce que c'est important. Comment on voit les choses, parce que ça va vraiment un petit peu shaper notre quotidien. Tout à fait. Et pour revenir sur ça, c'est vraiment important comme tu l'as dit, de se dire, bah attends, elle a plus de résultats que moi, elle a plus de clients, etc. Qu'est-ce qu'elle fait mieux que moi ? Exact, c'est vraiment intéressant. Chercher les causes, chercher le pourquoi du comment. Est-ce que ça dépend vraiment de toi, ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur ? Est-ce que peut-être elle a reçu une aide, ou il a reçu une aide que tu ne sais pas, tu vois. Donc il y a des éléments que tu n'as pas tous les éléments quand tu compares, ça c'est sûr. Mais tu peux t'aider de ce que tu vois et te dire ok, peut-être que si je testais ça moi aussi, est-ce que... Et donc si tu cherches à t'améliorer en te comparant de cette façon, je pense que tu peux avancer sans forcément rentrer dans ce truc négatif où tu tournes en rond, tu regardes forcément trop loin de toi, et puis tu dis en fait non mais j'y arriverai pas, c'est trop pour moi, etc. Donc ouais. Moi je suis entièrement d'accord avec toi, et ça te permet de développer ta curiosité aussi. Et surtout apprendre à être, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais apprendre à être nul, dans le sens où t'acceptes que t'es pas ouf, mais tu l'acceptes dans le sens où tu vas vraiment te développer, en fait. Tu vas prendre ce que cette personne fait de mieux que toi, et tu vas t'en inspirer, et toi tu vas avoir de meilleurs résultats au quotidien. Et ça revient, comme je le disais auparavant, vraiment la perception, c'est vraiment en fait ça revient sur tout ce qu'on dit. C'est vraiment important d'avoir conscience de nos pensées, de nos perceptions, de nos croyances et de nos croyances limitantes. Peut-être ça va me permettre de... Ah non, pas encore. Ok. Je suis allé trop loin, moi. Mais en plus, j'allais rebondir sur la perception. Vas-y, rebondis, parce que moi, je suis trop loin. Non, mais j'allais rebondir par rapport à la perception, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Ouais, entièrement d'accord. Il suffit que tu fasses un plan qui est bien cadré, qui est bien ceci, bien cela, on peut interpréter, on peut surinterpréter, et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est aussi la surinterprétation que l'on fait de ce qu'on voit. C'est-à-dire que y a des personnes qui vont filmer des choses, on va penser que waouh, mais en fait, tu vois pas que derrière, c'est tout autre, quoi. Oui, bien sûr. Donc ouais, c'est la perception aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Et je pense qu'il faut pas l'oublier. Je pense que c'est un élément sur lequel tu as eu raison d'insister aujourd'hui, parce que la perception, quand tu te rends compte qu'au final, le plan n'est pas un plan en 2D et qu'il y a plein de choses autour que tu ne vois pas forcément, tu peux aussi remettre en cause et te poser des questions, tu vois. Et te dire, ok, mais c'est pas si bien que je le pensais, ou c'est pas si nul que je le pensais, parce qu'il y a ça, et du coup, j'irais nuancer les choses. Nuancer, critiquer. Ouais. Tu sais, ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure, je fais que de revenir sur ce qu'on disait au début. C'est n'importe quoi, mais c'est bien de dire tout cela, de vraiment appuyer sur la perception, de vraiment appuyer sur les croyances, de vraiment prendre conscience de ce qui peut shaper notre avenir et vraiment prendre le contrôle au final
prendre la responsabilité. J'ai une question qui va être très intéressante pour toi. Quels seraient tes conseils pratiques pour réussir ce qu'on entreprend en général? Les conseils pratiques pour réussir ce qu'on entreprend. Ouais. J'irais avoir un plan de route et des objectifs précis. À court terme, à moyen terme, à long terme, par rapport à ce que tu veux accomplir. Et par rapport à cet objectif long terme, tu construis ta roadmap en fait. Tu construis ta roadmap, qu'est-ce que tu as besoin, où tu as besoin d'être à ce moment-là pour pouvoir avoir ça. Ou, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais si je devais rester généraliste pour les personnes qui nous écoutent, vraiment avoir un plan de route au final. Mais ce plan de route, on le construit qu'en sachant la destination. Ok. Et donc, je pense que la réflexion la plus dure, elle se fait là. C'est ok, où je veux être, et comment je vois mon business dans 5 ans par exemple, dans 6 ans, dans 10 ans, où je me vois, qu'est-ce que je veux devenir, qui je veux être, comment je veux qu'on parle de moi, même à ma mort, comment je veux qu'on parle de moi, tu vois. Et par rapport à ça, ok, j'ai envie qu'on dise ça, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que j'étais comme ça. Ok, à moyen terme, il faut que je sois ici, il faut que j'ai fait ça. À court terme, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ok, la semaine prochaine, je commence ça, je mets en place ça, j'arrête de faire ça. Donc je pense que la planification et les objectifs. Ça permet de mieux visualiser pour le coup. Ouais, et de mesurer aussi. Mesurer tes résultats et mesurer où tu en es. Parce que quand on a des grosses ambitions, ou même pas forcément de grosses ambitions, mais même un projet, et parfois tu as la tête tellement dans le guidon que tu t'y perds et tu te dis mais en fait pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis lancée là-dedans, parce que t'as à perdre, parce que t'es dans une mauvaise passe. Et ce qui va t'aider à tenir en fait c'est le pourquoi, et du coup c'est la finalité. Ok, j'ai commencé à faire ça parce que je voulais ça à la base, et là où j'en suis, ok, là je suis dans la phase 1, je sais que c'est dur mais il faut que je tienne jusqu'à la phase 2, tu vois. Ok. Donc ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Le fait d'avoir des objectifs, c'est super important. Ça te permet de visualiser et ça te permet aussi de mettre les causes et les actions pour. Ce qui est très important, parce que c'est bien beau d'avoir des ambitions, mais il faut avoir les actions qui les suivent, et les actions qui vont permettre de déclencher les causes qu'on souhaiterait à l'avenir. Donc franchement, moi je suis entièrement d'accord avec toi, encore une fois. Et même pour préciser, je dirais, il faut avoir des objectifs précis, parce que les objectifs, faut pas que ça soit vague. Il faut, je dirais, avoir des objectifs qui sont mesurables, quantifiables, vraiment précis. C'est important. Je tiens à le préciser parce que... Précise-le. Si... parce que si je dis OK, en 2030, je veux être millionnaire, OK, tu veux combien de millions ? Tu les veux comment, en euros, en dollars, ça change tout. En francs CFA, ça change tout. Donc faut quantifier, faut la date, où tu veux être, comment tu veux. Enfin, c'est important de préciser parce que ça peut vraiment changer le cours des choses, et comment du coup tu vas construire ta roadmap aussi. Ok, sur ça je te rejoindrai. Je te dirais même j'ajouterais même qu'un objectif, ça prend du temps à bien être défini. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour les personnes qui peuvent nous regarder. Je fais encore un petit coucou. Mais vraiment, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à bien définir, et c'est important de bien définir pour avoir une vision assez claire, comme tu l'as dit, de pouvoir aussi mesurer notre progression. Exactement. Est-ce qu'on progresse vers notre objectif, d'avoir vraiment une idée claire qui va nous permettre de mettre les bonnes actions. Donc tu as bien fait de préciser parce que oui, je vais être millionnaire, si c'est en France CFA, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose, donc c'est important que tu le précises. Tu connais le nom du podcast qui s'appelle Croyances limitantes. La petite histoire. Croyances limitantes, selon moi, en tout cas de ma perception, c'est l'une des choses qui bloque le plus les personnes qui sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas l'entourage nécessaire que peut-être d'autres personnes peuvent avoir. Du coup, moi, c'est important d'avoir un petit peu ce rôle de grand frère, différents intervenants qui peuvent venir. Donc là, j'ai une question qui va être intéressante, c'est quelle est la croyance limitante qui t'a le plus marqué et pourquoi? Je vais te donner un petit exemple, histoire que tu puisses t'imaginer. Par exemple, une fille comme toi, par exemple, dans ton lycée ou quoi, qui a fait un truc que toi tu voulais faire, auquel tu t'es toujours dit plutôt, je peux pas le faire parce que j'ai ci, ça. Ça peut être un exemple de croyance limitante. Ok. Moi, je dirais que la croyance limitante que j'ai brisée récemment et qui
je dirais qui a marqué un tournant dans ma vie, c'était par rapport à mon parcours scolaire, de faire une année sabbatique. Je m'explique. Moi, j'étais quelqu'un de hyper studieuse à l'école. Vraiment, j'aime l'école, j'aime les cours, j'aime apprendre et tout. Et pour moi, du coup, je me devais de faire une ligne droite. C'est-à-dire que j'avais pas le droit au redoublement, j'avais pas le droit de faire d'année sabbatique, j'avais pas le droit de... Voilà. Et le fait d'avoir pris cette année sabbatique, même si au début elle était contre mon gré, hein, je le précise, j'étais dans un contexte où j'avais pas trouvé mon alternance. Et du coup, j'ai préféré prendre le taureau par les cornes et me dire ok, je vais appeler mon école, je vais leur dire que je fais une année sabbatique. Et quand j'ai mis en place ça, en fait, il y a eu un shift qui s'est fait dans ma tête. Parce que j'imaginais, enfin, si on avait demandé à la Jessica il y a 5 ans plus tôt de faire ça, elle aurait dit jamais de la vie. Mais en plus, mon entourage sont en mode mais si tu t'arrêtes, tu vas jamais reprendre. Qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et donc quand j'ai mis en place cette année sabbatique, il y a vraiment eu un shift qui s'est mis dans ma tête et je me suis dit en fait, je peux prendre un chemin différent et quand même réussir ce que je fais et quand même faire des choses. Et je dirais, si je devais généraliser, ça serait de ne pas hésiter à prendre les petits sentiers battus plutôt que la grande route. Parce que parfois, ça peut t'amener sur des choses vraiment super dans ta vie, quoi. Et ne pas avoir peur, du coup, de sortir pour prendre le temps, apprendre, parce qu'au final, c'était que 1 an. Mais même 1 an, pour moi, à l'époque, c'était énorme. Genre, je me dis, quoi, je vais perdre 1 an C'était, voilà. Mais ça t'a beaucoup apporté comme expérience, à mon avis. Exactement, ouais. C'était l'occasion pour moi, du coup, de me recentrer sur la vidéo photo, mais aussi sur le consulting marketing, où j'ai pu développer ma clientèle aéronautique. J'ai eu l'occasion de faire des voyages pro. Enfin, ça a été vraiment hyper constructif. Okay. Franchement, j'ai pas regretté cette année. Je pense que j'aurais pu mieux la planifier parce qu'encore une fois, elle n'était pas prévue. Enfin, c'était pas volontaire vu que je cherchais mon alternance et j'avais pas eu. Mais au final, j'ai fait avec et je me suis dit, vas-y, je vais me reposer déjà. Je vais faire une pause pour réfléchir, me reposer, vraiment souffler de l'année qui avait eu parce que c'était une année assez compliquée. Et après, je vais faire. J'ai du temps. J'ai pas cours, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, ouais. Au final, cette année, t'as peut-être pas aidé à trouver une alternance. C'est une question que je me pose parce que pour le coup, si t'as pris de l'expérience par rapport à tes collègues, tu vois, de l'école, eux, ils ont peut-être eu ce parcours scolaire. Toi, du coup, t'as pu avoir des clients. Donc, au final, ça a peut-être même pu te propulser. Je sais pas. Hein, aussi, non, mais... c'est sûr que j'aurais jamais eu les expériences que j'ai faites si j'avais pas pris cette année sabbatique. Okay. Ça, c'est indéniable. J'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Enfin, pour te donner un exemple concret, on m'a appelé peut-être 3 jours avant pour me dire Jessica, est-ce que tu es disponible pour aller en Italie ou à Monaco pour faire un tournage? Genre, j'aurais été en cours, ça aurait pas été possible, tu vois. Sûr. Le fait d'avoir pris cette année sabbatique, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait si je l'avais pas prise. Et forcément, par rapport à d'autres personnes, j'ai cumulé de l'expérience que eux n'ont peut-être pas eu. Mais je dirais que c'est un parcours différent et c'est ça qui fait aussi ma force et même la force de beaucoup qui ont des parcours un peu, je dirais pas tumultueux, mais voilà, pas forcément en ligne droite. C'est que ça t'aide à voir autrement les choses et du coup d'avoir une perception, je dirais, plus complète de ton métier et du coup ça m'a permis d'approfondir tout ce qui était consulting, marketing auprès des clients et je pense que j'aurais pas pu le mettre en place si j'avais eu mon année comme tout le monde, enfin mon alternance, etc. Et pour revenir à ta question, si du coup ça m'a aidé à trouver une alternance, je dirais pas que ça m'a aidé directement parce que j'en parle pas. Moi quand je postule pour mes alternances, là en l'occurrence mon master 1, c'était pour mon master 1. En général, je dis plus. En fait, au début, je le disais, mais maintenant, je dis plus que je fais de l'entrepreneuriat, que j'entreprends des choses. J'essaie vraiment de être la fille, comme tout le monde, qui a été à l'école et fin. À la limite, je parle d'expérience associative, mais sans plus, parce que j'ai pu remarquer que ça pouvait faire peur à certains recruteurs. Okay. Justement, le fait que tu aies fait plusieurs choses, que tu aies une autre façon de voir les choses et que
peut-être plus complète ou même autrement, ça peut leur faire peur parce qu'ils se disent mais comment je vais contenir cette personne. Et du coup, j'ai remarqué ça et j'ai arrêté d'en parler. Je préfère vraiment, au pire des cas, en parler quand je suis déjà embauchée, que je suis dans une prise et que je discute avec la personne en face à face. Oui, j'ai l'occasion de faire ça et tout, mais pas en entretien. Ça, je trouve ça un petit peu dommage quand même, parce que tu serais un profil qui pourrait ajouter pas mal à la vision de l'entreprise à laquelle tu vas être. Mais vas-y, je te laisse continuer. En fait, je vois où je suis en venir. Au début, j'en parlais, mais en fait, j'ai pu remarquer que déjà, en France, c'est compliqué de rémunérer les gens par rapport à leur talent. C'est-à-dire que ils vont se dire, ok, tu vas pouvoir nous faire ça en plus. Ok, mais moi, j'ai quoi en contrepartie ? Ça, c'est des services que je pourrais faire payer, tu vois. Et pourquoi je leur donnerais gratuitement sous prétexte que je suis en stage ou en alternance chez vous et que j'ai ces talents-là. C'est pas parce que je les ai que je dois vous les donner. C'est ça, elle est là la nuance. Et beaucoup d'entreprises, en général, en France, c'est connu que les gens sont pas très bien payés pour ce qu'ils font. C'est-à-dire que en général, ils vont cumuler plusieurs mini-jobs parce que ils sont polyvalents, ils ont plusieurs talents. Mais on va pas forcément les valoriser en disant ok, tu fais ça en plus, t'auras ce cachet-là en plus, mais de façon officielle, je parle. D'accord. En général, on se tient vraiment à la fiche de poste et après, si toi t'as des choses à apporter, on va te dire oui, mais ça va t'aider à grandir dans la boîte, ça va t'aider à pérenniser ta place, mais au final, il manque quand même cet aspect de reconnaissance pécuniaire parce que c'est important. Et parfois même, tu peux mettre je dirais pas en jeu, mais tu utilises ton réseau personnel pour l'entreprise et ça peut déteindre, eux ils ne peuvent pas savoir toutes les conséquences que ça peut avoir sur toi, donc faut faire attention, il faut savoir se protéger, je pense aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté d'en parler, même si c'est dommage. Je pense qu'après ça se ressent même dans ma façon de me vendre, que j'ai d'autres expériences, mais je préfère en parler après, si je veux en parler, que pendant l'entretien pour convaincre. C'est pas l'élément sur lequel je vais miser. Ok, je t'ai posé la question parce que j'étais vraiment curieux de savoir pour le coup. Et pour revenir à la croyance limitante, même si c'était très très intéressant ce que tu as dit, on pourra rebondir juste après, mais pour revenir sur la croyance limitante, pour moi ta croyance limitante elle est vraiment incroyable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par ça, par une année sabbatique. Moi-même je suis passé par là et je ressens vraiment le côté où en fait c'est toujours une question de perception. Tu vas le voir en négatif au début, mais la vérité, c'est que tu vas faire beaucoup d'expériences. Et quand tu vas revenir sûrement dans le monde du travail ou dans le monde de l'école, ça va t'apporter énormément d'expérience. Et l'expérience t'apporte derrière un meilleur jugement. Donc ça t'apporte beaucoup de choses. Donc c'était vraiment intéressant que tu parles de ça. Dédramatiser aussi. Dédramatiser, que ça peut être normal même de redoubler une année ou deux. Ça n'empêche rien. Franchement, avec le recul, je me dis, mais limite, les personnes qui ont l'occasion de se réorienter plusieurs fois, mais au final, c'est elles qui ont raison. Parce que elles ont pu tester plein de choses et vraiment, du coup, apprendre à se connaître parce qu'elles ont testé, elles ont su qu'en fait, ça leur plaisait pas. Ce qu'on vendait sur papier et ce qu'elles faisaient en réalité, c'était pas la même chose. Voilà. Et non, mais franchement, même redoubler plusieurs fois. Et aujourd'hui, on le constate dans les études sup, tu peux être en cours avec des gens de 20 comme de 26 ans. Il n'y a pas de question d'âge ou quoi. Non. Ça, c'est lycée. Voilà, au lycée, fini, t'es avec les gens de ton âge, mais c'est super intéressant ce que t'as dit parce que pour le coup je me ressens dans tout ça parce que j'ai fait pas mal d'expériences de mon côté. J'ai expérimenté les études sup, j'ai expérimenté les plus petits diplômes, mais tout ça te permet vraiment d'avoir un jugement. Et en fait c'est des choses que tu peux pas vraiment quantifier au début, donc c'est difficile de dire tu vas gagner ci, tu vas gagner ça. Tu peux pas quantifier ce que ça va te donner, mais ça va te donner. Et pour moi ta croyance limitante, là où c'est intéressant, c'est que en fait ça permet de dire aux jeunes, j'ai arrêté de faire ça, mais mais vraiment de pas avoir peur de prendre des expériences, de se manger des murs, de continuer, de vraiment avoir cette appétence, d'avoir faim au final, de pas s'empêcher. Et puis ton parcours le montre assez bien. T'as eu un parcours très studieux,
ça t'a pas empêché d'avoir un échec, mais cet échec-là t'a permis d'avoir plus d'expérience que tu n'aurais sûrement pas pu avoir. Donc au final, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Exactement. On ne sait pas ce que les opportunités d'aujourd'hui, je vais y arriver, peuvent nous apporter demain. Donc oui, il ne faut pas avoir peur. Et là où tu as donné un point qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à rester sur une chose, qui ont du mal à se dire « Ok, maintenant je vais faire ça ». Elles aiment bien tester pas mal de choses. Et pour moi, là où c'est intéressant, c'est que ces personnes-là, elles vont se créer un jugement qui va leur permettre derrière de quand elles vont se spécialiser, au lieu de frapper, par exemple, moi j'aime bien cette métaphore-là, mais au lieu de frapper une fois, elles vont frapper, et quand elles vont frapper, ça va faire 10. Donc c'est intéressant que tu parles de tout ça. C'est ça. Et je dirais pour te compléter que justement pour avoir une année sabbatique, je dirais, satisfaisante, lorsqu'elle n'est pas forcément volontaire ou quoi, il faut savoir vite se relever. Et même en général, quand on a des épreuves, il faut vite savoir se relever parce qu'au final, le temps passe, la Terre continue de tourner. Et si tu es toujours dans ton coin en train de bouder parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais, au final, tu perds du temps et tu perds encore plus de temps que si tu dis « Ok, là, c'est bon ». Je m'y remets et c'est parti. Il faut prendre le temps de digérer, de se reconstruire, mais il faut aussi savoir se relever et on est dans un monde qui va de plus en plus vite et forcément, faut apprendre aussi à prendre sur soi et à se relever de plus en plus vite pour pouvoir rebondir rapidement et efficacement, je dirais. Parce que je pense que ce qu'on peut le plus regretter dans une année sabbatique, c'est de n'avoir rien fait. Ouais. Je pense qu'il est là le point... Le point où je veux en venir, quoi. C'est que si t'as rien fait, là tu te dis je sais pas. Là, j'ai raté mon année. Là pour le coup t'as vraiment raté ton année, tu vois. C'est pour ça que j'appuyais vraiment sur le côté prendre l'expérience, quoi. Te prends pas la tête, prendre l'expérience. Quand t'es jeune, le but c'est justement, enfin en tout cas il y a pas vraiment de but, mais oui, voilà. Tu m'as compris, c'est prendre l'expérience, ça va te servir, tu vois. Même si demain le domaine dans lequel te plaît plus, tu peux rebondir, tu vois, ça peut te servir et ça peut te permettre d'être plus efficace dans les tâches que tu vas faire. Donc c'est vraiment intéressant que tu appuies ce côté-là, de vraiment se relever assez rapidement, de prendre le temps de digérer, mais aussi de prendre conscience que le temps passe. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles, ce qui fait que tout se passe 2 fois plus vite, voire 10 fois plus vite. L'entreprise réussit, elle coule d'un coup. Ouais. Donc vraiment, on n'a pas le temps de rester assis. Il faut j'aime bien aussi rassurer les gens, mais j'aime bien aussi leur mettre entre guillemets un petit pic, dans le sens où il faut qu'ils prennent conscience que on est dans une ère, quand t'es dans la vingtaine, t'es dans une ère où tu peux vraiment développer beaucoup, et tout ce que tu vas développer, ça va vraiment te servir dans ta vie. J'irai même plus loin, c'est que c'est dans ta vingtaine que tu construis tes trophées que tu brandiras à 50 ans, en fait, au final. C'est que c'est là où, comme tu as testé, tu as fait des choses, peut-être que tu t'es ramassé, peut-être que ça a réussi, mais quand ça va réussir, tu seras fier, en fait. Tu seras fier et tu pourras encore en parler dans 30 ans, tu vois. Et surtout, je vais te rejoindre, mais tu regrettes jamais d'avoir essayé. C'est ça. C'est un truc, par contre, tu regrettes de pas avoir essayé. Ça, tu peux vraiment regretter. Je sais pas moi, t'as toute ta vingtaine, t'as pas voulu faire ce que tu voulais, tu te retrouves dans une situation où c'est plus compliqué de développer des choses. Là, tu peux vraiment avoir du regret. Et on sait que le regret, c'est très très douloureux, tu vois. Donc il faut pas avoir peur, il faut se détacher un petit peu de cette vision de l'autre, oui, je vais faire ci, au pire tu te casses la tête et puis les gens ils s'en foutent. Ouais. Et puis en plus, faut pas oublier que la vingtaine, c'est une période de ta vie où au final les gens sont assez conciliants, c'est-à-dire que tu as le droit d'échouer, en fait. T'as plus le droit d'échouer que quand t'en as 30 ou 40. Ou 50. Voilà, c'est ça. Donc ta vie ne s'arrête pas à la vingtaine, certes, mais c'est là où on te donne le droit à l'erreur plus qu'à n'importe quel âge. Et il faut pas... Du coup, faut en profiter. Faut en profiter, tout simplement. Parce que on peut pas t'en vouloir d'être encore chez tes parents, ou de continuer tes études, ou de travailler. Parce que t'es dans la vingtaine, t'as le droit. Bien sûr. T'as le droit. Il y a un temps pour tout, mais ce temps-là, il est hyper précieux. Parce qu'ensuite, tu passes à un autre... timing de vie qui fait que tu peux plus te permettre d'autant tester, d'autant prendre des risques. Après, ça dépend aussi de chacun, du rythme de chacun. Mais la société
nous fait comprendre que à partir d'un certain âge, il faut que tu aies acquis ça. Il faut que tu coches certaines cases. Et même si on est dans une ère où, au final, chacun fait un peu comme il l'entend, n'empêche que dans les relations avec les autres, ça se ressent. Ouais. On se sentira mal, on ne saura pas pourquoi, mais parce que les autres nous le font ressentir, même si c'est admis. Mais ils vont quand même avoir ce truc de supériorité, dans le sens où mais t'as pas eu ça, t'as pas fait ça, ah ouais, ok. Genre ils seront ok. Mais tu sens que ce ok il est pas forcément. Bah oui, voilà. Tu le ressens. Tu le ressens que même si c'est admis, voilà. Donc je trouve que du coup le temps de la vingtaine c'est un temps qui est hyper précieux et faut l'utiliser à fond. Bien sûr. Et c'est pour ça que faut vraiment appuyer dessus, de dire, de mettre un petit peu l'urgence. C'est plutôt, j'arrivais pas à trouver le terme tout à l'heure, mais de mettre l'urgence sur la vingtaine, de se dire, au contraire, il y a des gens qui se disent, ouais, j'ai 20 ans, j'ai pas réussi. Mais c'est normal, c'est normal que t'aies rien réussi, t'es jeune, t'as encore l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses et tu peux rater. Au pire, il se passe quoi? Tu vois? Ouais, et surtout que même si beaucoup de personnes réussissent dans leur vingtaine, tout est relatif au final, parce que quand on regarde les chiffres, on a plus de chances de réussir entre guillemets à 30-40 parce qu'on aura bâti des choses, bâti des fondations solides, que de 20 à 30. Enfin, de 20 à 30, c'est là où tu expérimentes. C'est à partir de, je dirais, 30 ans que là, tu peux vraiment estimer si tu commences à réussir ou pas. Mais moi, de ce que je vois, à part le fait d'être influenceur ou vraiment d'exploser rapidement avec les réseaux sociaux ou la télé, en général, les personnes qui ont des grosses entreprises, c'est des quarantenaires, des cinquantenaires, il ne faut pas l'oublier. Donc au final, très très bien de le préciser. Rien n'est trop tard. Enfin, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas à ton climax que... dans 30 ans, ce ne sera pas encore le cas. Enfin, ok, on veut réussir vite parce qu'on veut profiter de tout ça quand on est jeune, mais la réalité nous rattrape et on n'a pas tous les mêmes armes. Et forcément, pour certaines personnes, ça peut prendre plus de temps. Et il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Mais c'est pas grave, ça prend plus de temps. Tant que tu apprécies le temps que tu passes, tant que c'est aussi important, comme on parlait de présence, c'est important que tu apprécies le moment et que tu progresses et que ce soit j'allais dire personnalisé, c'est pas du tout le mot, mais ce soit j'ai plus le mot, que ce soit personnel, que ce soit personnel, que ce soit vraiment chacun a son chemin, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que la comparaison, j'aime bien être très très relatif dessus, et c'est vrai que une certaine utilisation de la comparaison, selon moi en tout cas, je la trouve intéressante. D'autres, ça peut être un petit peu toxique parce qu'on peut se dire y a plein de jeunes de 20 ans qui réussissent, mais quand tu mets les choses, quand tu mets de big picture, tu vois que au final t'es dans le timing, limite t'es en avance aujourd'hui parce que on a des outils qui peuvent nous permettre de réussir bien plus rapidement, on peut capitaliser bien plus vite. Les quarantenaires avaient peut-être pas autant de levier que nous, donc on peut utiliser tous ces outils, on a le temps aussi pour essayer, rater, donc vraiment ça nous laisse vraiment beaucoup de marge, et il faut se rendre compte de l'urgence de tout ça pour en profiter, pour justement se créer cette vie, mais ne pas hésiter à se lancer, c'est tout. Ouais. Exactement, et comme tu l'as dit, avec l'intelligence artificielle qui émerge et qui se développe de plus en plus, c'est une opportunité comme une menace, mais je dirais qu'il faut savoir s'en saisir, et plus on va apprendre dessus, plus on va apprendre à l'utiliser correctement, et mieux elle peut nous servir. T'en penses quoi toi d'ailleurs des IA ? Pour moi, pour l'instant, c'est une opportunité de faire mieux, plus vite. Okay. Donc, comme je disais tout à l'heure, de déléguer des micro-tâches qui me prenaient peut-être pas beaucoup de temps, mais rien que le fait de ne plus les avoir à l'esprit, ça peut te débloquer de l'esprit pour penser à autre chose, réfléchir à d'autres choses. Donc, aujourd'hui, l'IA, pour moi, c'est une opportunité si on la maîtrise, si on apprend à la connaître, si on apprend à bien l'utiliser et à être avec elle. Après, à l'échelle de l'humanité, l'IA peut être une menace. Moi, je n'oublie pas que l'IA, elle peut se nourrir d'elle-même si elle devient de plus en plus intelligente. Au final, elle réussira à être autonome. C'est même le but de certains. Et ça peut devenir une menace. Ça, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Mais ça, c'est à une échelle qui, peut-être, on ne sera plus là, tu vois. Je sais pas. C'est bien que tu fais de l'ajouter. Tu fais bien de l'ajouter. Et du coup,
Je dirais que tant qu'on est là et tant que l'IA en est là où elle en est, autant apprendre à l'utiliser correctement et après on verra comment ça se passe. Mais pourquoi se priver d'utiliser un outil parce qu'il sera potentiellement dangereux dans 50 ans? Mais dans 50 ans, tu feras quoi, enfin, tu vois? Ouais. Donc, on sait pas. Donc, utilise les outils que tu as à ta disposition, utilise toutes les cartes que tu as à ta disposition. Et comme ça, tu feras un meilleur jeu. Pourquoi tu vas te priver d'utiliser un as alors qu'il est en face de toi et que... D'ailleurs, ça c'est fou. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas les IA parce qu'ils ont peur. Ils se disent, mais non, je n'utilise pas les IA alors qu'ils utilisent les réseaux sociaux qui utilisent des IA depuis bien longtemps. C'est ça. Donc, je pense que la peur, ça vient aussi de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du coup, apprendre à connaître... c'est là où tu as moins peur et tu peux passer le cap même pour des petites choses. Après, faut pas non plus faire l'apologie des IA dans le sens où on n'est pas obligé de les utiliser pour tout et n'importe quoi tout le temps. On peut faire les choses de nous-mêmes, ça y a pas de souci. Mais si on est dans une optique d'optimisation, pourquoi s'en priver? Moi récémment, je l'ai pas encore fini, je l'ai presque fini. C'est un livre que je lis qui s'appelle Deep Work. Et dedans, il y avait un auteur qui parlait de technopolie. C'est-à-dire c'est ce truc de à chaque fois voir la technologie comme quelque chose de bénéfique et qu'on doit absolument utiliser tout le temps. Et c'est ça en fait qui est mauvais, c'est se dire ok, là je dois faire un truc que je sais faire, je le demande à l'IA, mais pas forcément, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, tu vois. Et je pense qu'il faut dédramatiser. Il y a des personnes, dès que tu es pour l'IA, elles se disent oula, ça veut dire que je dois tout faire avec l'IA, je dois tout demander à l'IA, je dois plus réfléchir, mais c'est pas ce qu'on te demande au final. Bien sûr. Donc, Et tu fais bien ajouter, parce que Deep Work aussi, je l'ai lu, et il parle, et c'est important parce que ça. L'idée de Deep Work, pour ceux qui connaissent pas du coup, c'est un livre qui parle de la concentration. Exactement. Et de s'attacher plutôt à l'essentiel, de vraiment mettre notre énergie et d'éviter de se distraire en fait. C'est l'idée du livre. Et c'est intéressant que tu parles de ça, de prendre l'essentiel et les distractions de laisser de côté. Donc c'est intéressant. Et je te rejoins à 100% sur les IA. Il faut avoir une utilisation intelligente de tout ça. Il faut comprendre. Et un des meilleurs moyens de s'enlever une peur, c'est de la comprendre aussi. Et j'avais une question qui était intéressante et que je pose souvent. C'est toi, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? C'est un petit peu rien à voir avec ce que j'ai dit. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est intéressant. C'est lié, je peux te faire un lien si tu veux. Vas-y. Je peux te faire un lien avec la concentration. Aujourd'hui, la concentration, c'est une denrée qui est super rare parce que justement, les réseaux sociaux, on est dans une constante recherche de l'attention. C'est une économie de l'attention. Et pourquoi les réseaux sociaux, c'est gratuit? C'est parce qu'on vend de l'attention aux publicitaires pour nous faire des pubs, etc., nous recommander des choses. Et du coup, les réseaux sociaux, c'est hyper chronophage quand tu n'as pas d'objectif précis dessus. C'est-à-dire que si tu es vraiment consommateur passif, tu peux te laisser hypnotiser pendant des heures et des heures et des heures sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, par exemple. Et du coup, c'est là où il faut modérer, je dirais. Il faut modérer et il faut savoir qu'est-ce que tu recherches sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux consommer et ne pas te laisser emporter par l'algorithme. Et du coup, pour moi, mon rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui, il est différent d'il y a quelques temps, parce que ça évolue forcément. Avant, j'étais consommatrice classique. Et puis, il fut un temps où j'étais devenue actrice sur les réseaux sociaux parce que je faisais du contenu que j'aimais bien. Ça remonte, hein, franchement. Je faisais des contenus un peu, je dirais pas mode, mais je faisais des petits lookbooks, des photos de moi, etc. Sur Instagram. Après, sur TikTok, je faisais des petites choses par rapport au sport, parce que je fais du sport et tout. Et donc il y a eu cette phase, et après il y a eu la phase où je me suis dit ok, je vais utiliser vraiment les réseaux sociaux pour apprendre des nouvelles choses, apprendre des choses que je connais déjà, approfondir, et aussi apprendre de nouveaux sujets. Et c'est limite si tu vois, j'entraîne l'algorithme à me donner ce que je veux pour vraiment tomber sur des choses à chaque fois où j'apprends, et pas forcément des distractions que j'ai pas forcément demandé, même si ça arrive parce que voilà, c'est l'algorithme. Mais je dirais que tant que je sais ce que je recherche sur l'application, c'est bon. Par exemple, je sais que YouTube, j'aime bien, c'est un format long qui me permet de me détendre, de me distraire, de le mettre pendant que je fais le ménage, pendant que je mange ou quoi. Je sais que
je vais mettre une vidéo pendant que je mange ou je fais quoi que ce soit. Et après, c'est bon, je vais pas abuser, tu vois. Et pareil pour les réseaux. En fait, je me dis, tant que je sais ce que je recherche sur chaque réseau, je sais où je veux être actrice, où je veux être consommatrice uniquement, ou les deux. Et voilà, comment je me fixe des limites. Et du coup, le fait d'organiser ma journée, ça aide aussi à avoir un cadre, tu vois. Parce que comme je te l'ai dit au début, même si je dois programmer des pauses, je vais le faire, tu vois. Okay. Si je sais que, là, ça va être une dure journée, donc vas-y, de telle heure à telle heure, je me fais une bonne pause où je fais rien. Et là, je me mets sur les réseaux et je décroche. Je vais le faire comme ça. Après, je serai beaucoup plus détendue et moins dans ce truc stressé de « Oh là là, ça fait X temps, j'ai pas regardé, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai envie, en fait. T'as la tentation d'aller regarder parce que tu te forces à réduire ton temps d'écran sur ton téléphone. Mais au final, t'es constamment happé, comme si c'était une drogue au final. T'as constamment envie, mais tu te forces et ça crée une frustration, ou peut-être que tu seras pas du coup concentré à 100%. Et donc oui, non, je pense que c'est une question de balance et de savoir ce que tu recherches sur les réseaux. Ok. Super intéressant. T'as parlé de passivité, je te remercie. Merci. J'espère que le lien était bien. Non, franchement, le lien était là par rapport à la concentration. Du coup, tu m'as bien aidé. Mais t'as parlé de passivité et c'est vraiment important d'être actif au final parce que tu le dis toi-même. Ça t'arrive de te distraire. Mais comme tout le monde. Mais comme tout le monde. Et c'est une chose qui est normale. Mais rester passif par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est en tout cas mon avis, mais ça reste l'une des pires utilisations que tu peux en faire parce que tu retires pas beaucoup. Après, ça va dépendre des objectifs en général, mais moi, je te rejoins à 100% sur le fait d'avoir un contrôle au final, de pas se laisser happer, parce que ça va très vite. Hein. C'est très chronophage, ça va très très vite, et puis l'algorithme, il nous connaît mieux que nous. Il sait très bien ce qu'on aime, il sait très bien à quelle dose nous le donner. Donc c'est vraiment important d'avoir un contrôle, et c'est aussi ce que je prône à travers ce podcast. Je pose cette question à chaque fois parce que les personnes que je ramène m'inspirent, tu vois, et j'aime bien savoir quel est leur rapport avec un petit peu tout ce qui les environne. Ouais, donc que ce soit les réseaux sociaux, la perception, etc. Et c'est bien que tu parles et que tu abordes ce fait-là, parce que c'est pas des choses auxquelles... Enfin, on parle pas souvent de rapport avec les réseaux sociaux, alors qu'on y est constamment. Je comprends pas, pour le coup. On parle souvent de consommation, de temps de consommation et de comparaison. Mais c'est vrai que l'histoire d'être acteur ou d'être passif, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Enfin, je l'ai pas souvent entendu. Et je dirais qu'il faut pas... Enfin, là où je veux préciser mon propos, c'est que j'encourage pas tout le monde à créer forcément du contenu sur les plateformes. Attention, je dis pas que tout le monde doit devenir youtubeur ou instagrammeur, etc. Mais tant que tu as ton objectif, j'aime bien les plantes, ça m'intéresse, je vais en apprendre plus, l'astronomie, je sais pas, les livres, et je vais avoir dans mon feed des personnes qui parlent de résumés de livres, qui s'occupent de leurs plantes, qui font du sport, parce que ça m'apprend, ça je vais retenir, je vais l'enregistrer pour pouvoir le reproduire, ça je savais pas, je vais aller faire plus de recherches dessus. Donc je pense qu'il faut être conscient. Okay. Je dirais même au-delà d'être acteur, faut être conscient de... C'est très très fort ce que tu as dit, parce qu'on est inconscient quand on y est. Ouais. On est très inconscient, et juste, je te coupe 2 secondes, oui, mais tu as parlé d'un truc qui était intéressant. En gros, ton utilisation, c'est vraiment une utilisation plus liée à l'apprentissage que la distraction en soi. Et moi, j'ai un avis qui peut être extrême dessus. Donc, mon avis à moi, c'est que j'ai fait l'expérience, pour le coup. Sincèrement, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin des réseaux sociaux en général. Si on n'est pas créateur de contenu, dans ce cas-là, en général, on n'a pas vraiment besoin. Donc il faut essayer de trouver, comme tu as dit, un intérêt, quelque chose qui nous intéresse. Ça peut être une source d'apprentissage ou une source de distraction. Qui te détend aussi. Et tu as parlé d'un mot qui pour moi résume bien les réseaux sociaux, c'est la conscience. C'est que à force d'y être, souvent, je pense que ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. T'es là, tu t'ennuies, tu sors ton téléphone, tu te dis mais comment je suis arrivé sur Instagram ? Et c'est fou de se faire voler en fait sa conscience. Et il faut prendre en compte que quand on nous vole notre conscience, on nous vole notre attention et notre temps aussi. Ouais, tout à fait. Et lorsque tu dis que c'est quoi le propos que tu disais, que quand
Pour les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, n'ont pas besoin des réseaux sociaux. Enfin, je sais pas. En fait, ils n'ont pas une réelle utilité des réseaux sociaux. Okay. Sincèrement. Enfin, moi, pour l'avoir expérimenté, en fait, je te fais un petit résumé très rapide, mais j'ai expérimenté presque 8 mois, à peu près 100. Ouais. Donc, sans réseaux sociaux du tout. Et j'ai voulu vraiment savoir ce que ça faisait. Pour le coup, j'avais encore Instagram, mais c'était par exemple sur mon PC. C'est-à-dire que j'avais rien sur moi. Ouais. Et j'ai remarqué qu'au final, en termes de qualité de vie, ma vie était bien meilleure pour le coup. J'entretenais même plus de relations sociales. En termes d'information, j'étais toujours informé. Donc, et j'apprenais toujours de mon côté. Donc, j'ai pu, à travers cette expérience, savoir qu'en final, on croit qu'on en a besoin, mais on n'en a pas réellement besoin. C'est un besoin qui nous a été créé. Enfin, exactement. À la base, voilà, c'est parce que nos smartphones ont évolué que tout ça s'est créé. Mais c'est sûr que c'est pas un besoin vital. Après, je dirais, pour nuancer ce que tu dis, que les réseaux sociaux, ça permet quand même de créer des liens et d'entretenir des liens et de trouver aussi des prétextes je dirais, pour se voir, pour être... Tu disais que t'es quand même informé, mais au final, t'es informé par la télé. Aujourd'hui, t'es informé comment ? Même pas par la télé. Par les journaux, tu lis un journal, comment tu t'informes au final ? Alors, comment je m'informais, pour le coup, c'est simple, c'est que je m'informais de manière, de manière consciente. Tu vois, quand j'avais besoin d'informations, j'allais les chercher. Et les informations les plus urgentes venaient à moi, à travers mes proches, tu vois. Ok, donc c'était vraiment ton cercle proche qui servait de relais. Entre guillemets. Quand il y avait une information vraiment urgente, par exemple, si demain il y a un confinement, je vais le savoir à travers mes proches, tu vois. Mais la plupart des informations qui vont être propulsées, qui, moi, personnellement, en tout cas, ne m'intéressaient pas forcément, je les avais pas, tu vois. Ok. Et toi, ça t'allait. Après, oui, c'est différent pour chacun. Non, mais bien sûr. C'est juste que, pour nuancer, je trouve que quand même, les réseaux sociaux, certes, c'est pas indispensable à ta vie, mais ça te permet quand même d'entretenir des liens que tu aurais plus de mal à faire juste en appelant ou en envoyant des SMS. Parce que aujourd'hui, envoyer un SMS, c'est devenu très intrusif, je trouve. Je sais pas pourquoi. Mais quand c'est quelqu'un... en fait, quand c'est tes proches, ça va, tu vois. Enfin, il n'y a pas de sujet. Mais quand c'est des gens de longue date où tu veux quand même rester un peu informé, tu veux entretenir ce lien-là pour pas que, je sais pas moi, dans 1 an, 2 ans, quand vous vous retrouvez, ce soit bizarre, les réseaux sociaux, ça aide à tenir informé parce que t'es pas obligé de demander des nouvelles directement à la personne pour voir à peu près sa vie, en tout cas, de ce qu'elle montre de sa vie, tu vois. D'accord. Et ça te permet d'interagir avec ce qu'elle poste, et de quand même garder ce lien, ce truc de, genre, on entretient les connaissances, etc. Là, c'est vraiment un cercle qui n'est pas proche de toi en général. Okay. Ensuite, par rapport à ta vie professionnelle, les réseaux sociaux, moi, j'encourage pas personnellement d'avoir ses collègues ou quoi sur les réseaux. Okay. Mais ça peut, dans certains cas, après ton départ ou quoi, ça peut t'apporter des opportunités. Okay. Parce que si tu as été en bon terme avec eux, rien ne dit que ils voient ce que tu fais, en fait j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un truc et tout. Donc ça permet d'entretenir certains liens, je trouve. Ok, c'est intéressant. Moi, c'est juste par expérience, mais c'est bien que tu viens de nuancer parce que comme la réalité est souvent nuancée. Oui, tu peux avoir des opportunités avec les réseaux sociaux de cette façon. Tu vois. Ok, d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On peut avoir différentes utilisations des réseaux sociaux. En fait, je voulais faire cette expérience pour voir si vraiment on avait vraiment une utilité au jour d'aujourd'hui, parce que c'est comment dire, on a l'impression qu'on en a vraiment besoin, que c'est très très vital parce qu'on l'utilise au quotidien. Et quand on s'en détache, on voit qu'on peut toujours entretenir des relations amicales, etc. Toujours garder un lien avec les personnes qui sont autour de nous. Et tout ça pour dire que je recommande pas du tout aux gens de supprimer les réseaux, parce que en termes d'opportunités, ça t'en apporte beaucoup. Si t'es créateur de contenu, absolument pas. Mais tout ça pour dire que tu peux vraiment filtrer l'utilisation que tu as des réseaux sociaux pour vraiment prendre l'essentiel, ce qui va te servir, et vraiment effacer les distractions. Exactement. Mais c'est intéressant que tu viennes nuancer le propos. Je vais passer sur une dernière question de ce podcast très intéressant, ma foi. Si tu avais je vais y arriver. Si tu avais un message à faire passer à Jessica plus jeune, qu'est-ce que ce serait ? Ça serait de se lancer, je dirais. D'oser se lancer, d'oser faire les choses et de ne pas avoir peur de s'exposer,
je dirais, d'être l'acteur principal de sa vie et ne pas être dans la passivité, de se cacher derrière des gens, ou vraiment se lancer, faire son truc, assumer, et après on voit ce que ça donne. C'est un très très beau message. En tout cas, merci Jessica de m'avoir dédié un peu de ton temps. Je t'en prie, je te remercie parce que ça a vraiment été intéressant, le podcast. Je pense qu'on a pu répondre à pas mal de questions. On a un peu dérivé, mais c'est pas grave. Au final, moi j'aime bien un petit peu dériver, partir sur une discussion. Je pense que la discussion, elle aurait pu durer encore quelques heures. Pour le coup, elle aurait pu durer très très longtemps. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver, Jessica ? Sur les réseaux sociaux, justement. Donc Instagram, donc c'est Jessica Coman. Donc c'est là où je suis active principalement. Donc voilà. D'accord. C'est mon compte principal. Vous me retrouvez là-bas. D'accord. Je te remercie, Jessica. Merci. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci, Jessica. Je t'en prie.